Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Article très intéressant dans le Journal de Montréal où est-ce qu'on apprend l'histoire rocambolesque, on va le dire comme ça, de Manon Hébert qui a frôlé la mort, mais pas une fois, mais pas deux fois, mais 5 fois. C'est à lire et elle est avec sa fille Sonia Elleman qui sont là ensemble pour nous raconter un peu toute cette histoire-là. Bonjour, mesdames. Bonjour, M. Barry. Ça va bien? Ben, ça va. C'est à moi à vous demander ça. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe avec... en excellente forme. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Je vais le dire demain. Vous êtes pas tuable? Non. Il veut pas de lui en haut. Non, quand j'arrive en haut, il bat toutes les portes, puis il dit, toi, redescends en bas. Bon, là, on en rit, mais parce que finalement, tout est bien qui finit bien. Bon, il y a eu plusieurs problèmes, influenza, embolie, hépatite C au cours de votre vie, plusieurs fois où vous auriez pu y laisser la vie, on va le dire comme ça. Mais le plus récent épisode, c'est une complication respiratoire. 12 minutes en arrêt respiratoire. Les battements cardiaques qui étaient à 14 battements par minute, ça c'est vraiment très peu. Vous étiez quasiment cliniquement morte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Même les médecins n'en reviennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est que j'ai fait, ce soir-là, j'avais dit à ma fille, regarde, je vais mon livre, regarder ce qu'il y a dedans. C'est un livre de médecine parce qu'elle s'en va comme infirmière praticienne, clinicienne, quelque chose dans le style. Clinicienne, ah ouais? Oui. Et puis, j'étais en train de lire ça, puis je lisais sur la capsulite. Et les capsulites, c'est ce qu'est-ce que j'ai aux 2 épaules. Mm-hmm. Et là, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, je vais aller me changer, je vais à la jaquette. Fait que je pars, puis je m'en vais dans la salle de bain, puis je commence à me changer, mais là, je commence à avoir de la difficulté à respirer, puis je respire de moins en moins bien, puis là, ma fille, elle dit, qu'est-ce qu'il y a, ça va-tu? J'ai dit, non, prépare mon traitement, s'il vous plaît. Fait que là, elle me prépare un traitement, je reviens pour faire mon traitement, et puis là, ben, ça va plus mon affaire, et à partir de là, je vais céder la parole à ma fille, Sonia, parce que moi, je me souviens pas de grand-chose à partir de là. OK. Alors, Sonia, heureusement, vous étiez dans la maison. C'est certain que nous, je vous explique un peu le contexte, là. Ma mère, moi, je reste en région. C'est une dame qui, habituellement, elle vient de la grande région, la métropole de Montréal. Donc, à chaque fête, que ce soit Noël, Pâques, fête des mères, je vais toujours la chercher pour qu'on passe un certain temps ensemble. Et, le 29, c'était Vendredi Saint. Alors, on se préparait pour la fête de semaine de Pâques. Ce soir-là, c'est ça. Ma mère a décidé d'aller se changer. Puis à son retour, elle était pas bien. Disons que son teint était plutôt grisâtre. Là, je savais que ça l'allait pas du tout. Dans le fond, au niveau de sa saturation dans son sang, là, l'air passait pas bien. Donc, je l'ai invité à faire des respirations. Là, j'ai essayé de l'aider, mais je voyais dans ses yeux que ça marchait plus. Elle a ouvert la fenêtre pour prendre de l'air. Ensuite, elle s'est assise devant moi. Elle dit « Appelle l'ambulance » et plus de son, plus d'image. Ma mère était en arrêt respiratoire devant moi. Là, je me suis mis à... Là, l'infirmière en moi était plus... moi, je suis infirmière auxiliaire de profession. Disons que là, c'était plus l'infirmière auxiliaire là, qui était devant. C'était un enfant de 8 ans qui était en train de qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'ai pris ma mère, je l'ai couchée au sol. Et puis, j'ai fait tous les signes pour voir le niveau de conscience, là, au niveau de la cage thoracique. Je l'ai frappée au visage. Elle était de plus en plus grise, noirâtre. Alors, ma mère, elle avait, à ce moment-là, je suggère plus de pouls, là. Elle était décédée devant moi comme ça. Puis là, c'est sûr, je me suis mis à crier puis à pleurer. J'ai commencé à la masser. Je lui ai fracturé tout le thorax. Je lui ai fait des insufflations.
elle revenait un petit peu mieux colorée, on va dire, mais c'était pas, elle revenait pas du tout. À ce moment-là, je suis seule avec ma fille de 17 ans, chez qui je veux souligner son grand courage là, parce qu'elle a su se ressaisir puis faire les bons gestes. Elle a appelé l'ambulance. Elle me demandait, elle me disait que je sais pas quoi dire, je te fais confiance, dis que ta grand-mère a arrêté de respirer. Fait que là, j'ai dit, puis sors dehors, puis j'avais peur qu'elle perde connaissance elle-même. Là, Ben oui. Elle était vraiment très, très anxieuse de la situation. Alors, moi, dès les premières secondes, j'ai tout de suite commencé à pratiquer la réanimation. Ma mère, elle était plus là. Comment je pourrais dire, je me sentais comme si je la tenais par le gros orteil, là. C'est-à-dire que c'était... Elle est en train de partir, là. Oui. Moi, j'ai mon conjoint qui était parti, quelques minutes avec ma fille la plus jeune de 10 ans pour aller chercher des vêtements parce que son ami s'en venait coucher à la maison, qui lui aussi était infirmier auxiliaire. Et c'est sûr que sa fille l'a appelé. Quand il est arrivé, moi, ça faisait déjà 8 minutes que je massais ma mère au désespoir. Juste pour vous donner un exemple, je dis au désespoir parce que à l'urgence, on va masser 2 minutes en tant que professionnel. On n'est pas impliqué en plus émotivement. Ouais. Émotionnellement, tu sais, oui, c'est sûr que ça vient nous décharger beaucoup d'adrénaline, mais notre cœur d'enfant est pas nécessairement sollicité. Mais là, c'est ta mère, c'est différent, là. Puis, là, je suis vraiment exténuée quand que mon conjoint arrive, qui lui aussi est infirmier auxiliaire. Il a pris la relève à ce moment-là. Et puis, pour les 4 minutes, si on veut, qui restait là, avant que l'ambulance arrive, des premiers répondants. Puis, à un moment donné, il a vu comme ses doigts bouger. Puis là, il a dit, OK, on peut arrêter de masser, mais moi, j'étais vraiment, j'étais dans un second état. J'ai dit, là, tu continues à masser. Tu continues. Fait que on a continué à lui faire prodiguer la réanimation. Quand les ambulanciers sont arrivés, ma mère, elle était toujours inconsciente. Je pourrais pas vous dire ensuite qu'est-ce qui se passe nécessairement. Là, on m'invite à sortir de la maison parce que je suis clairement en état de choc. Ben oui. Je m'assois par terre, dehors, puis j'essaie de reprendre mon souffle, puis je dis aux pompiers, écoutez, vous le savez, on prend soin de plein de monde dans la vie, mais prendre soin de nos parents, c'est plus difficile, là, tu sais. On n'est pas formé pour ça, il n'y a pas de formation. Mais est-ce que le 8 minutes de massage lui ont sauvé la vie? Est-ce que ça a eu un impact ou les médecins, par la suite, vous ont dit que ça n'avait rien changé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle revienne à la vie? Ben, c'est ça. Dans le fond, moi, tout le long que je l'ai massé, il y avait pas de poux, il y avait pas de... Ma mère, elle avait les lèvres noirâtres, là. Vraiment, moi, ça fait 27 ans que je suis dans le domaine et j'en ai vu beaucoup de gens décédés, là. Hein, je suis pas médecin, on peut pas nommer que la personne est décédée, mais je suis sûre qu'elle n'avait plus de pouls, plus de respiration. Et à ce moment-là, moi, quand je sors, puis que mon conjoint la lâche, je sais qu'il y a un pouls. Ça vient de revenir environ peut-être entre la 10e et la 12e minute. Mais quand elle part en ambulance, je sais même pas si elle est vivante. Le miracle se passe au moment où est-ce que, dans le fond, quand j'arrive à l'hôpital, moi, je vous explique parce que là, on parle de cette fois-là qui a été assez extraordinaire, là. Mais ma mère, tu sais, c'est sa 5e fois qu'il arrive des épisodes autour d'elle où est-ce que elle est intubée, où est-ce que on a passé très proche, très souvent de la perdre. Les 20 premières années de sa vie, dans le fond, entre 38 ans et 50 ans, ma mère, à 4 reprises, elle a manqué, elle a passé proche de mourir. Hépatite C qui a été complètement guérie, ça, c'est une chance sur 475 ou 485 000. Ensuite de ça, puis vous savez, c'est des maladies à déclaration obligatoire. On est obligé de le dire quand on est porteur de ça. Ouais. Mais elle a reçu une lettre contraire qui disait « Madame Hébert, vous n'êtes plus à maladie à déclaration obligatoire. » Ça, j'ai jamais vu ça. Ça fait 27 ans que je suis dans le domaine, j'avais jamais vu ça. OK, mais c'est une fausse lettre? Non, je me demandais c'est quoi. C'est vraiment une lettre du gouvernement du Québec
qui nommait comme de quoi qu'elle était plus à déclaration obligatoire. Ça aussi, les bras m'ont tombé parce que vous savez, moi j'ai une sœur qui est plus jeune aussi. Pour nous, les enfants de Madame de Madame Hébert, ça n'a pas été facile parce que on a passé premièrement entre ses 38 ans et ses 50 ans, moi, il y a un moment où est-ce que moi je suis plus à Montréal, c'est ma petite sœur qui en prend soin de ma mère, puis elle-même qui est jeune maman dans le fond. Elle passe au travers de ces 4 épisodes-là. Un petit bout de femme extraordinaire, tu sais, qui est venue en aide au support moral, physique, puis elle avait même un petit garçon d'1 an, 2 ans, là, à côté d'elle, là, tu sais. Non, c'est pas simple de vivre tout ça, là. Moi, j'ai pas vécu autant que vous, mais je me souviens, mon père s'est fait opérer pour des pontages, puis il s'est pas bien réveillé dans la salle de réveil. Puis là, ils nous ont dit, il y a des complications, ça va pas bien, vous pouvez retourner chez vous. Puis là, dans ta tête, tu te fais quasiment un mini-deuil. Là, tu le pleures parce que tu fais, hey, mon Dieu, il y en a un une fois de temps en temps qui se réveille pas. Ça va être le mien. Ça va être le mien. Ma mère était à la maison, puis tout ça. Puis là, le lendemain, finalement, il s'était réveillé. Mais c'est quand même lourd à porter. Là. C'est beaucoup d'émotions qui se promènent dans nos têtes. Alors, je vous comprends bien. Mais vous, là, Mme Hébert, vous vivez la vie comment maintenant? Parce que ça fait 5 fois que vous êtes chanceuse. Est-ce que ça change la façon de voir la vie, la façon de voir nos proches, la façon de voir chaque beau moment, chaque coucher de soleil, chaque jour qui se pointe de plus dans votre vie? On profite de chaque moment qui vient à nous. Chaque période, que ça soit 1 heure, que ça soit 1 minute, je la déguste à 100%. J'essaye de vivre le maximum avec mes 2 filles, Annick et Sonia, OK? Et puis, je veux les avoir le plus proche possible de moi parce que je ne sais jamais quand viendra le moment fatidique. Là, j'ai été chanceuse à 5 reprises, mais ça ne veut pas dire que je serai chanceuse à chaque fois. Mais si on revient à l'épisode de Joliette, pis ça, quand je dis qu'il y a des choses autour de ma mère qui ne s'expliquent pas par la médecine, c'est pas juste moi qui l'invente. Les médecins aussi ça n'est quasiment une joke, là. Quand elle est arrivée à l'hôpital, OK, ma mère, elle a une maladie pulmonaire obstructive chronique. Là, vous me reparlez de la fois où elle était 12 minutes. Oui, presque parce morte, que ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas. Fait que là, elle arrive à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital, elle est placée sous observation en réanimation. Ensuite de ça, êtes-vous toujours là? Oui, moi je suis toujours là. C'est parce que on fait des changements de plan de coupe de caméra, mais je vous quitte pas. Non, il n'y a pas de problème. C'est parce que je pensais que ça... Non. Fait que là, les médecins vous ont dit quoi à propos de cette histoire-là, à quel point elle était chanceuse? Ben non, mais ça commence que là, ils te mettent dans la salle des familles, t'es là un certain temps, puis en tant que professionnel de la santé, c'est jamais ben bon signe d'être dans cette salle-là. Non. Puis là, le médecin vient me voir, puis là, il dit, votre mère pourrait décéder dans la prochaine heure. Je fais, OK. Elle a un gaz veineux. Ça, c'est dans le fond, vous savez, on inspire de l'oxygène, on expire du CO2. Oui. Elle, son CO2 dans le sang était à 157. Une normale est entre 30 et 50. Oh shit. Oui. Fait que là, désolé, ça a sorti tout seul, mais vous étiez loin de la moyenne, là. Non, c'est ça. Très loin de la moyenne. Ça l'allait pas du tout. Puis 1 heure plus tard, le médecin, tu sais, il ressort d'en arrière de sa vitre, puis il vient me voir, puis il a de l'air d'un... C'est pas un fantôme, mais on le voit qu'il y a quelque chose dans son visage qui... Il comprend plus, là. Ouais. Fait que là, je dis, vous venez d'être témoin de quelque chose qui s'explique pas par la médecine. Il fait, Madame, ça va faire 30 ans que je pratique, j'ai jamais vu ça. Votre mère est passée de 157 à 57 en 1 heure. Donc, elle avait éliminé cette espèce de poison-là, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est presque pas possible parce que ça peut prendre des jours, des heures et des semaines. Ça peut prendre quelques jours là, avant de revenir à un gaz veineux normal. Mm-hmm. Fait que il a pas compris. Il comprenait rien, puis je le comprends. Madame Hébert, là, j'ai une question un peu spirituelle, mais là, vous avez vraiment frôlé la mort. Là. Les gens, des fois, ils disent hey, « je me sentais partir » ou on parle du grand tunnel ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé dans une des 5 fois
de voir quelque chose, de ressentir quelque chose, d'avoir l'impression que vous étiez plus dans votre corps ou on est juste inconscient dans ce temps-là? Ça m'est arrivé une fois de voir quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a embarqué dans un tunnel noir. C'était noir. Et puis, j'ai pris le temps de pencher ma tête vers l'arrière et j'ai vu une lumière, mais une lumière fantastique qui ne peut pas, tu peux pas regarder ça tellement longtemps parce que c'est une lumière aveuglante et c'est une lumière qui est remplie d'amour, remplie de bien-être. C'est une lumière, c'est Dieu. Dieu, Pour toi. Dieu existe pour moi et pour moi, Dieu est lumière sur le monde. Mhm. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi, à ce moment-là. Et Dieu. tout le temps que j'ai été dans le coma, je me suis promenée en haut, j'ai réglé des problèmes avec les morts, avec ceux qui étaient morts, avec des personnes avec qui j'avais pas pu régler les problèmes. J'en ai réglé là. Ça m'a permis de voir c'était quoi la vie en haut. Mais c'est tellement beau, M. Berry. Ouais, mais je suis pas pressé d'y aller quand même, là. Je vous comprends. Ni moi, je suis pas pressée d'y aller. Ouais. Mais je vais vous dire quelque chose. Ça nous prépare pour le jour où ça va arriver. Ouais. Et moi, ça m'a préparé pour le jour où ça va m'arriver. As-tu peur? Je n'ai pas aucune crainte. J'ai pas peur de m'en aller. J'ai pas peur de faire ce voyage-là un jour parce que je sais que je vais le faire. Mais je vais le faire avec amour, avec sérénité, avec paix. Et ce voyage-là, c'est un des plus beaux que je peux faire. Ben, c'est un très beau témoignage. Puis moi, ce que je retiens de tout ça, vous avez dit, on ne sait pas quand est-ce que ça va m'arriver, mais dans les faits, on ne le sait pas pour personne. Vous avez été chanceuse, puis vous avez certaines conditions médicales, puis vous vous dites ça va peut-être arriver de nouveau, mais ça peut être n'importe qui d'entre nous demain, donc il faut profiter de chacun des moments qu'on a avec la famille, avec nos amis, avec nos proches. Alors prenez soin de vous, passez du bon moment avec vos filles, puis je vous souhaite qu'il n'y ait plus d'autres épisodes comme ça, mais je vous souhaite longue vie. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Berry, et ça m'a fait plaisir de vous partager mon expérience, parce que c'est pas une expérience qui est commune à tous les mortels de cette terre. Non, et je fais partie d'une des privilégiées, et vu que je fais partie d'une des privilégiées, ça m'a fait, c'est la plus belle chose, la plus belle chose qui pouvait m'arriver. C'est vraiment un privilège de pouvoir vous raconter mon expérience, un bout de mon expérience de vie, et que vous puissiez voir comment ça a été pour moi. Ouais. Alors, moi, je vous souhaite toute la chance du monde. Et surtout, ne lâchez pas, vous faites de très bon travail. Merci beaucoup, M. Berry. Vous êtes bien fine, puis moi, je veux juste vous souhaiter que la vie vous lâche un peu, là. Qu'elle vous laisse tranquille. Elle est avec une future clinicienne, là, fait qu'elle l'a choisi. Mais quand même, on va vous souhaiter des journées un petit peu plus tranquilles, puis moins de visites à l'hôpital. Donc, c'était Manon Hébert qui a frôlé la mort, en fait, 5 fois, mais qui est toujours bien en vie avec sa fille, Sonia Elleman. Merci, mesdames, pour cette entrevue aujourd'hui. Merci. Et bonne chance. Bye-bye. Merci.